RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, c'est l'heure du débat du jour. Avec Louis Dauphren, ce matin nous recevons Gérard Araud, ancien ambassadeur en Israël, représentant de la France au Conseil de sécurité, ancien ambassadeur aux États-Unis, auteur de « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939 ». Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Guy Barret, essayiste, ancien journaliste politique au Figaro. Bonjour. Bonjour. Louis Dauphren, le sommaire de cette émission. Un sommaire international, forcément, avec des personnalités comme Gérard Araud et puis Guy aussi, qui connaît bien sûr aussi la politique et la suit abondamment. On va parler de l'élection américaine. On est à 15 jours de ce scrutin que l'on annonce très serré. Qu'en pensent nos chroniqueurs? Quels sont les angles d'attaque aujourd'hui pour Kamala Harris, qui se centrise au maximum face à Donald Trump? Et puis on parlera aussi de ce qui s'est passé en Moldavie, le référendum, et puis l'Ukraine, qui n'est pas loin, évidemment, et le Proche-Orient. Quelle perspective, en particulier pour le Liban? Alors on commence avec les États-Unis. Et oui, c'est dans 15 jours l'élection présidentielle américaine qui s'annonce très serrée, avec Kamala Harris qui doit se rendre aujourd'hui dans 3 États clés, pendant que Donald Trump va relancer le débat sur les aides aux victimes des ouragans en Caroline du Nord. Je serai demain en Pennsylvanie, dans le Michigan et le Wisconsin. Je donnerai tout ce que j'ai, c'est ce qu'a déclaré la candidate démocrate, dont on dit qu'il y a un petit peu un tassement en ce moment, et ce qui renforce peut-être le suspense autour de cette élection. Gérard Araud, Guy Barret, vous, Gérard Araud, ancien ambassadeur aux États-Unis. Comment appréhendez-vous ce scrutin ? D'abord, c'est comme vous l'avez dit, c'est un scrutin très, très serré. En réalité, c'est un scrutin qui tournait mal pour les démocrates et c'est pour cela qu'ils ont exfiltré sans trop de ménagement Joe Biden, qui s'accrochait un petit peu au rideau. Ils ont choisi Kamala Harris, mais je pense que les Français ne se rendent pas compte que, d'une certaine manière, Kamala Harris n'a pas été choisie parce qu'elle était la meilleure, mais parce qu'elle était la seule. C'est-à-dire, c'était la seule politicienne démocrate qui était connue au niveau national. Et donc, elle est rentrée dans la bataille, mais elle est rentrée dans la bataille qu'il n'y a que 3 mois, ou même pas, moins de 3 mois. Étonnant quand même qu'elle soit la seule. Mais non, parce que ce pays est un continent. C'est un continent, et c'est un État fédéral, et un vrai État fédéral. C'est-à-dire que la majorité des Américains s'intéressent plutôt à la politique de leur État. Et lorsque les gens, par exemple, on disait « Ah, le gouverneur de Californie », mais je peux vous assurer qu'en Géorgie ou en Floride, personne ne connaissait le gouverneur de Californie. Il faut faire une campagne nationale pour se faire connaître. Voilà, Kamala Harris, finalement, ça n'a pas été une mauvaise entrée en scène, si j'ose dire. Ils ont réussi la Convention démocrate, qui aurait pu être un désastre parce qu'ils avaient très peur que l'affaire de Gaza ne conduise à des affrontements devant les caméras. Elle a gagné le débat contre Trump, mais depuis lors, ça se tasse. C'est vrai que ça se tasse. Il y a une sorte de peur peut-être d'y aller, non? C'est pas un peu ça? Comment ça se traduit, ça? Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la première fois qu'un sondage donne Trump gagnant en Pennsylvanie. Ce qui est capital. La Pennsylvanie fera quasiment l'élection. 19 grands électeurs. Voilà. Mais étant donné le fameux système, ces quelques États qui font les élections, la Pennsylvanie aura un rôle absolument stratégique. D'une certaine manière, vous avez un Trump avec tous ses excès, mais qui est charismatique. Moi, j'ai assisté à des meetings. On sent bien que ce qu'il dit à nos oreilles n'a aucun sens. C'est une suite de phrases pas très cohérentes, voire totalement incohérentes, mais ça marche. La foule vibre avec lui, se met à chanter « We love you, we love you ». Il y a quelque chose qui se passe entre l'électeur et Donald Trump. Avec elle, c'est plus compliqué. Elle n'imprime pas, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Elle n'imprime pas, Kamala Harris. C'est votre avis, Guy Barret? Oui, elle n'imprime pas, surtout dans des catégories d'électeurs qui, jusque-là, étaient acquis aux démocrates. Les démocrates ont perdu peu à peu leur influence sur la classe ouvrière au profit de Trump. Et là, et c'est la grande différence, je crois. Évidemment, les sondages au niveau national ne valent pas grand-chose. Ce qui compte, c'est évidemment au niveau des États qui peuvent changer d'orientation. Qui peuvent basculer. Oui, voilà, qui peuvent basculer.
Mais à ce niveau de ces États-là, notamment, elle perd ce qui était acquis aux démocrates, notamment dans les minorités ethniques, les Afro-Américains, minorités nationales, ceux qui sont issus, les hispaniques, en quelque sorte, et petit à petit, ce socle s'amenuise. Et en revanche, Trump, les effectifs, l'électorat de Trump, lui, est au contraire très mobilisé et il subit peu de défections, si ce n'est parmi les élites républicaines qui certaines d'entre elles ne veulent pas le suivre. Donc, ce qui fait que l'affaissement un peu ou la stagnation d'Harris, tandis que Trump, lui, reste ferme sur ses positions, favorise pour l'instant, je dis, Trump. Cela étant dit, cette élection est pleine de rebondissements. Celle que vous soulignez, d'abord le remplacement assez inédit, impromptu de Biden par Harris. Ensuite, l'attentat de Trump contre Trump qui a lui donné un regain de popularité, surtout d'ailleurs dans son électorat. Donc d'ici 15 jours, on ne sait pas ce qui peut se produire et qui peut modifier la donne. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est le retour de Trump. Car souvenons-nous, après 2020, son échec, sa volonté de trafiquer le résultat pour obtenir la victoire, et puis l'assaut contre le Capitole, on disait ce Trump, il est fini, c'est le 36e dessous, et personne ne le voyait revenir. Et malgré ses déboires judiciaires, malgré un certain nombre d'événements de cet ordre, eh bien, il est là, il sera peut-être le nouveau et l'ancien en même temps président des États-Unis. Donc évidemment, le scrutin est incertain jusqu'au dernier moment. Pour l'instant, je ne vois pas, si vous voulez, comment Harris peut renouer avec ces électorats qui l'ont lâché un petit peu. Alors, elle fait des propositions démagogiques à l'égard des Noirs. Cela étant dit, le fait que les Afro-Américains, maintenant, il y a 15% qui seraient pour Trump contre 5% auparavant, ou les Hispaniques qui suivent un peu plus Trump qu'auparavant, ça tient aussi au fait que les Hispaniques comme les Afro-Américains, avant d'être des Afro-Américains ou des Hispaniques, sont des citoyens américains comme les autres. Et donc, les tendances qui traversent la société, eh bien, les touchent aussi. Et voilà. Avec tous les problèmes, évidemment. L'immigration, la sécurité. Qui sont généraux. 9h18, c'est le débat du jour avec Gérard Haro et Guy Barret. Vous pouvez réagir en envoyant un mail à l'adresse direct@rcf.fr. Louis Dauphren. Gérard Haro, Guy Barret, est-ce que la force des démocrates, est-ce que la force de Kamala Harris, c'est de proposer de réformer un petit peu la société américaine, par exemple la réforme du collège électoral qu'elle propose pour qu'il y ait plus de représentativité des territoires et qui modifie quand même la vision que l'on peut avoir des États-Unis. On n'a pas l'impression que les républicains en face, c'est une force de proposition qui soit équivalente, Gérard Haro. Vous savez, la réforme du collège électoral n'a pas la moindre chance de passer. Donc, étant donné qu'il faudrait avoir l'accord des deux tiers des États si on veut faire disparaître le collège électoral. Non, justement, je pense quasiment le contraire, excusez-moi, mais Kamala Harris, pour le moment, est un peu une entité inconnue aux yeux des Américains, parce qu'elle fait des propositions qui vont d'un côté, de l'autre, mais elle n'a pas encore un profil très identifié. Alors, c'est peut-être de la stratégie. D'un côté, elle doit avoir la gauche démocrate, et une gauche démocrate un peu chauffée à blanc par l'affaire de Gaza, et de l'autre, elle doit en effet attirer ces élites républicaines qui ne peuvent pas physiquement, je dirais, sentir Donald Trump. Non, mais je crois que l'élection, ce sera en réalité un référendum sur Trump.
beaucoup plus qu'une élection de Kamala Harris. Ce sera de décider, il domine l'élection par ses excès, par sa personnalité, on l'a dit, par cette sorte de retour incroyable alors qu'on pensait s'être débarrassé de lui. C'est Trump qui définit encore aujourd'hui l'élection. Mais il n'a plus l'effet de surprise. Il n'y a plus l'effet de surprise, en effet. Au fond, Trump a réalisé, en termes français, et je vais peut-être choquer certains auditeurs, il a réalisé la fusion entre les Gilets jaunes et la Manif pour tous. Au fond, c'est ça en termes politiques américains, c'est-à-dire à la fois tous ceux qui jugent qu'ils sont victimes de la globalisation, c'est-à-dire la classe ouvrière, comme vous le disiez, la classe moyenne inférieure, qui ont vu les usines fermées dans les petites villes du Midwest, par exemple, et de l'autre côté, cette sorte, une mobilisation de la droite chrétienne autour d'un sujet qui, vous le savez, aux États-Unis, était le sujet qui définissait ce genre de combats les combats sociétaux, c'est-à-dire l'affaire de l'avortement. Pour la droite chrétienne, Trump a offert le Graal à la droite chrétienne. Grâce aux nominations à la Cour suprême, il a permis que disparaisse la protection fédérale de l'avortement. Mais donc, justement, Kamala Harris veut changer ça aussi, la Cour suprême. Bah non. Elle veut introduire des modifications, plus de juges, etc. Non, elle ne pourra pas. Bah, vous savez, Roosevelt avait essayé, et c'est là-dessus qu'il a perdu les élections. Il faut, de nouveau, les Américains ont une sorte de culte pour leurs institutions. On ne va pas changer le nombre des membres de la Cour suprême comme ça. Hein. À mon avis, c'est un mauvais combat pour Kamala Harris et perdu d'avance de surcroît. Donc, la Cour suprême est maintenant à 6 à droite, très à droite même, contre 3. Donc, cela a permis à une vingtaine d'États d'interdire l'avortement, y compris dans les cas, d'ailleurs, d'inceste ou de viol. Et on a eu des exemples d'une jeune femme, enfin, d'une jeune fille de 14 ans qui a été violée par son père et qui ne pouvait pas avorter. Donc, le sujet de l'avortement, si j'en parle, c'est qu'il mobilise la droite chrétienne derrière Trump, mais il mobilise aussi beaucoup les jeunes femmes. Le vote aux États-Unis est incroyablement genré aujourd'hui. 61% des hommes votent pour Trump, 57% des femmes votent pour Kamala Harris. Et Trump a du mal à avoir donc ce vote des femmes, hein, Guy Baret. Ça, c'est... Oui, mais je crois qu'on a constaté, j'ai lu ça récemment, que les femmes hispaniques étaient plus favorables à Trump que l'ensemble des femmes américaines. Hein. Il y a donc aussi, d'une part cette question de l'avortement, et puis il y a la question de l'insécurité, de l'immigration, qui sont aux États-Unis notamment, qui sont liées, et que elle voit les ravages que fait la drogue, l'influence des cartels, et elles veulent protéger leurs enfants, leurs adolescents de tout cela. Et donc, elles se tournent plutôt, de ce point de vue-là, vers Trump. C'est-à-dire que finalement, en plus, elles sont souvent très catholiques ou évangélique, et donc assez plutôt hostile à l'avortement. Donc il y a là une évolution tout à fait catégorielle, hein, bien entendu, qui ne préjuge en rien de résultats par rapport aux autres femmes. Sur la question de la réforme du corps électoral, et je crois que là, Gérard Haro a raison, c'est pas une priorité pour les Américains, et c'est changer les institutions, on le voit d'ailleurs, par exemple, sur la question de la liberté d'avoir des armes. Les démocrates s'acharnent, quelques républicains, à vouloir modifier la loi, mais ils n'y arrivent pas. Alors, ils pondèrent cette loi par des nuances ou des interdits, etc., etc. Mais sur le fond de cette question, le droit de porter des armes, hein,
n'est pas mis en cause, quels que soient les dégâts que ça peut faire. Donc, si vous dites que ça indique bien l'attachement des Américains à leur Constitution, et la Constitution de la Cour suprême fait partie de ces fondamentaux de la société américaine. Donc tout ce que pourrait faire éventuellement Harris, c'est à la mort d'un de ces juges de la Cour suprême. Cour suprême qui est à droite, le remplacer par quelqu'un qui est plus à gauche. Mais comme ils sont déjà 6 qui sont à droite, c'est un travail qui serait sur plusieurs mandats présidentiels. Mais Guy Barret et Gérard Haro, Kamala Harris en tant que procureur, c'est plutôt distingué, me semble-t-il, par une attitude de fermeté. En tout cas, elle a pu faire valoir de la fermeté. C'est-à-dire que sur le terrain de la sécurité, elle essaie de faire valoir une ligne ferme. Et comme je le disais au tout début, elle essaie de se mettre le plus possible au centre et pas à gauche. Donc est-ce que ça indique le fait qu'elle pourrait prendre des voix sur sa droite, Gérard Haro? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Barret, parce qu'il a soulevé un point très important, ce sont les latinos ou les hispaniques, c'est-à-dire les Américains d'origine latino-américaine, parce que c'est une population qui vote encore aujourd'hui majoritairement démocrate, mais qui est fondamentalement conservatrice. C'est une population qui est en effet très religieuse. C'est vrai que, comme vous le savez, l'Église catholique a un peu perdu pied chez les hispaniques au profit des églises évangéliques. Ils sont conservateurs. Ils demandent qu'une chose, finalement, c'est qu'on les laisse travailler 20 heures par jour, qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est une population vraiment fondamentalement conservatrice. Et jusque-là, les républicains n'ont pas réussi à les capter parce que les républicains sont tellement hostiles à l'immigration et tous ces latinos ont plus ou moins un cousin illégal aux États-Unis. Mais potentiellement, c'est un réservoir de voix pour les républicains. Et en effet, on sent un glissement vers les républicains, ce qui est très grave pour les démocrates. Excusez-moi, la question c'était la vieillesse est un naufrage. Mais non, mais écoutez, puisque vous avez embrayé sur les minorités, je trouve ça intéressant. Moi, je voulais poser une question, c'est pourquoi les démocrates ont-ils du mal à accrocher, par exemple, les minorités qui leur sont traditionnellement acquises? Vous avez répondu sur les latinos. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, des Afro-Américains? D'une certaine manière, M. Barry a tout dit, parce que, alors, d'abord, rappelons quand même qu'aujourd'hui, les Afro-Américains votent quand même à 85% pour les démocrates, pour le candidat démocrate. Et les latinos, ça va être encore à 60-65%. Mais on constate un mouvement régulier, je dirais, de départ vers les républicains. Alors, moi, je me rappelle, un de mes jeunes diplomates à Washington m'avait donné une explication de ce glissement et que j'avais trouvé assez intelligente et qui rejoint aussi celle que vous venez de fournir. Il faudra qu'on trouve un sujet de désaccord. C'est la question de... Quand vous regardez les campagnes démocrates, en gros, on vous dit, vous votez démocrate parce que vous êtes afro-américain, parce que vous êtes gay, parce que vous êtes latino. Alors que du côté de Donald Trump, c'est « Make America Great Again », c'est-à-dire que c'est un message national. Pas de segmentation. Pas de segmentation. Il s'adresse à des latinos comme on s'adresse à n'importe quel Américain. Merci beaucoup pour cette première partie d'émission consacrée aux États-Unis. Dans quelques instants, on va évoquer l'Ukraine. On parlera également du Proche-Orient avec vous, Gérard Haro et Guy Barret sur RCF et Radio Notre-Dame. Dans quelques instants, les infos, le rappel des grands titres du jour. Et puis, on se retrouvera juste après pour la suite de ce débat du jour jusqu'à 10h. Soyez toutes et tous les bienvenus sur RCF et Radio Notre-Dame. Le débat du jour continue sur RCF et Radio Notre-Dame. Ce matin, nous recevons Gérard Haro, ancien ambassadeur en Israël, représentant de la France au Conseil de sécurité, ancien ambassadeur aux États-Unis. Et puis, nous sommes également avec Guy Barret, essayiste, ancien journaliste politique au Figaro. Et maintenant, on va partir en Moldavie. Louis Dauphren. Oui, c'est un petit pays dont on parle peu, coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. C'est une sorte de bande avec pour capitale Chisinau ou Chisinau selon les prononciations. Et la Moldavie a déjà un pied dans l'Union européenne avec l'ouverture officielle de négociations d'adhésion en juin. Tout un symbole pour cet État situé donc entre l'OTAN et la sphère d'influence russe, avec la guerre en Ukraine juste à côté. Et donc le référendum a du sens. Ce référendum d'adhésion, quel sens lui donner précisément, sachant que c'est 50-50 pour l'instant entre le oui et le non. Guy Barret. Le fait que ce soit 50-50 montre qu'au moins la moitié de la population ou des électeurs n'est pas favorable à l'intégration.
à l'Union européenne. Il y a encore quelques heures, la présidente disait que le non l'avait emporté, enfin allait l'emporter, et elle disait que c'était un déni de démocratie, que la Russie notamment avait déversé des centaines de millions de propagande ou pour acheter des votes, donc elle n'invalidait pas le scrutin, mais elle était sujet à caution. Alors je ne sais pas si la Russie a versé des centaines de millions pour influencer le scrutin, mais ce que je sais, parce que c'est officiel, c'est que il y a le 10 octobre, c'est-à-dire 15 jours avant l'élection, l'Union européenne a déclaré qu'elle allait verser, par la voix de sa présidente, 1,8 milliard de dollars à la Moldavie pour construire des hôpitaux, des écoles, etc. Tout en ajoutant que, évidemment, les Moldaves étaient tout à fait libres de choisir leur destin. Alors, à ce moment-là, la présidente de la Moldavie a dit, vous voyez, tout ce qu'on peut avoir si nous adhérons à l'Union européenne. Alors, je dis, je ne sais pas si on a versé des centaines de millions, si on a acheté, les Russes ont acheté des voix. Mais ce que je sais, c'est effectivement que, par une curieuse coïncidence, 15 jours avant le scrutin, eh bien, on arrose. Elle a même parlé de plan Marshall en faveur de la Moldavie. Donc, qui au demeurant en a besoin, c'est un pays très pauvre. Chacun a besoin. Alors, que le oui ou le non l'emporte, il semble que malgré l'ouverture des négociations, la Moldavie ne soit pas mûre pour entrer dans l'Union européenne. Cela dit, si le non l'emportait, ça n'empêcherait pas, nous l'avons dit, que de continuer les négociations. On doit se souvenir ce qui s'est passé en Irlande en 2008 et en 2009. L'Irlande, en 2008, a refusé, les électeurs ont refusé de ratifier le traité de Lisbonne, qui était une nouvelle mouture de la Constitution européenne, qui a été refusée par la France et par les Pays-Bas. Et qu'a demandé l'Union européenne ? Qu'il y ait un nouveau référendum. Et il y a eu un nouveau référendum en 2009, où là, le oui l'a emporté. Alors, ce qui fait qu'on nous parle beaucoup de démocratie, de souveraineté des peuples, et on attaque la Russie sur ce plan-là. On constate que l'Union européenne, c'est la marche forcée vers toujours plus d'union, comme le dit d'ailleurs le traité de Maastricht, et avoir des référendums jusqu'à ce que le oui s'en suive. On a l'opinion à l'usure, c'est un peu ce que vous dites. Voilà. Est-ce que l'avis de Gérard Haro, est-ce que la Moldavie n'est pas assez mûre? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un terrain de chasse, en fait, entre les deux sphères d'influence aujourd'hui? Je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire M. Barré. Tant mieux. Personnellement, il y a un accord d'association entre la Moldavie et l'Union européenne. Ces accords prévoient des transferts financiers au profit de la Moldavie. Il y a eu des transferts financiers. On ne peut quand même pas mettre en parallèle des opérations conduites par la Russie, qui sont des opérations de désinformation, des informations de corruption des électeurs, avec tout simplement les relations normales entre l'Union européenne et un pays qui lui est proche. Donc, en tout cas, il y a une évidence. C'est évident que l'adhésion à l'Union européenne suscite des débats, parce que même si la victoire du référendum avait été de 55-45, enfin, choisir rentrer dans l'Union européenne, c'est un choix profond, c'est un choix qui oriente l'histoire d'un pays pour des décennies. À l'évidence, il y a des Moldaves qui n'en veulent pas. Pourquoi ne demande-t-on pas, c'est une question qui peut paraître absurde, pourquoi ne demande-t-on pas aux autres pays de l'Union européenne s'ils veulent qu'il y ait un nouvel entrant, un nouvel adhérent? Mais évidemment qu'on va nous le demander. Mais pourquoi ne demande-t-on pas avant de faire le référendum en Moldavie? Mais parce que ça a été demandé, que le Conseil européen a décidé de l'accepter. Mais pas par la voie d'un référendum dans les pays concernés. Alors, chaque pays concerné fait ce qu'il veut. Chaque pays concerné fait ce qu'il veut. Et donc, il y a, par exemple... je suis désolé. Il y a, par exemple, dans le
lorsqu'on a voulu faire un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, les Néerlandais ont décidé de le soumettre en référendum. Donc chaque pays choisit la procédure qu'il veut. Mais là, ça veut dire que le Conseil européen, alors souvent, je constate, et je ne parle pas pour les auditeurs de cette radio, mais l'ignorance, comment fonctionne l'Union européenne. L'Union européenne, les décisions ne sont pas prises par la Commission, elles sont prises par les États et par le Parlement. Les États au sein du Conseil européen. Là, ça veut dire que le Conseil européen, donc tous les États, donc le président de la République française, et ça se fait à l'unanimité, a décidé d'offrir l'adhésion à la Moldavie. Et on demande, et les Moldaves, de leur côté, ont donné une première réponse. Guy Barret, est-ce que ce n'est pas, et Gérard Haro, est-ce que ce n'est pas un peu, alors j'allais dire dangereux, mais je mets des guillemets, la Moldavie est à la lisière de l'Ukraine, la Moldavie est aussi un pays, à ma connaissance, là aussi, qui est quand même un terrain pour des mafias, qui est connu pour être un terrain pour des mafias, hein. C'est de notoriété publique, si j'ose dire. Avec une présence militaire russe. Hein. Voilà. Est-ce que ce n'est pas dangereux, périlleux en tout cas, d'engager une procédure d'association et même d'intégration pour un pays qui ne répond pas visiblement aux critères d'adhésion à l'Union européenne, apparemment, en tout cas qui ne ressemble pas à l'ensemble des autres pays. Je pense qu'un pays comme la Croatie, par exemple, aujourd'hui, est plus proche peut-être des critères européens que ne l'est la Moldavie. Et il y a évidemment des critères pour l'adhésion à l'Union européenne, le respect des droits de l'homme, et aussi, surtout, peut-être des critères économiques. Mais parfois, des raisons politiques font qu'on passe outre. Par exemple, l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne, alors que manifestement elle n'était pas prête, et dont on a vu un peu plus tard que les comptes publics étaient falsifiés, eh bien, on a accepté l'adhésion parce qu'elle venait de sortir de la dictature des colonels et qu'il fallait saluer son retour à la démocratie. Bon, donc c'est un critère politique qui, au moins, on peut discuter, mais qui fait que la Grèce n'était pas prête. Donc là, aussi bien pour la Moldavie que pour l'Ukraine, l'idée, je pense, et notamment pour l'Ukraine, ce serait de leur offrir une protection supplémentaire en attendant peut-être d'aller dans l'OTAN contre la Russie. Et donc, sur la question notamment de la corruption, sur les critères économiques, parce qu'évidemment l'Ukraine est exsangue après les frappes qu'elle a subies, son économie est désorganisée, son industrie est à terre, etc., sans compter les morts qui ne peuvent pas évidemment contribuer à la croissance du pays. Donc, ce sont peut-être des critères qui sont extra-économiques et aussi et peut-être même éthiques, parce qu'il y a aussi la corruption en Ukraine, simplement dans une visée géopolitique pour protéger de la Russie. Alors, une fois que cette intégration sera faite, on s'apercevra peut-être que il y a de gros problèmes et qu'il faudra que l'Union européenne pallie économiquement toutes les défaillances financières, notamment. En particulier par la contribution, les fonds, les fonds structurels, les fonds. Je crois que moi je suis tout à fait d'accord sur le fait. Ça veut dire que les Français devront financer aussi la Moldavie, c'est ça que ça veut dire. Alors je veux dire, mais la Moldavie, c'est pas les Français, c'est tous les Européens. Donc l'adhésion de la Moldavie, étant donné la pauvreté du pays, c'est avant tout une décision politique. C'est une décision politique à la demande particulière de la Roumanie, évidemment. L'intégration de l'Ukraine serait une toute autre affaire. Parce qu'honnêtement, la Moldavie, c'est un tout petit pays. Hein. On peut se le payer, si j'ose dire. L'Ukraine, ce sera quelque chose de tout à fait différent. Un pays qui avait 50 millions d'habitants, un pays ruiné, dont le niveau de vie était déjà 4 fois inférieur à celui des Bulgares, qui sont le peuple le plus pauvre d'Europe. Donc là, l'Ukraine, ce serait une décision politique, mais elle aurait de telles conséquences financières et économiques que je pense que les Européens y penseront à 2 fois. On parlait à l'instant des élections américaines. Si on boucle avec l'Ukraine, est-ce que vous pensez que ce soit Kamala Harris ou que ce soit Donald Trump, est-ce que le destin de la guerre en Ukraine changera avec l'élection américaine ? Gérard Haro, Guy Barret. D'abord, dans le cas de l'élection de Donald Trump, oui, parce que Donald Trump l'a dit clairement, je réglerai le conflit en 24 heures. Son vice-président... Vous y croyez, ça ?
C'est oui, possible? C'est possible, pas 24 heures évidemment, mais vous savez, imaginons Donald Trump président des États-Unis, donc le 21 janvier 2025. Le 22, il appelle Poutine en disant il faut qu'on se rencontre. Ils sont le 26 ou le 27, ils se rencontrent à Astana au Kazakhstan. Voilà, vous savez, Trump est quelqu'un de simple, hein, et son vice-président a déjà dit d'ailleurs quel serait son plan. C'est chacun garde les territoires qu'il a conquis ou qu'il a défendus, et neutralité de l'Ukraine. Et ensuite, ce sera évidemment à Poutine de dire si ça lui va ou si ça ne lui va pas. Et ça arrête la guerre. Et vous savez, si les Américains et les Russes parviennent à un accord, les Ukrainiens ne pourront rien dire, et les Européens, les opinions publiques européennes seront tellement soulagées, en particulier en Allemagne, que je vois mal les Européens dire non, on continue. Et du côté de Kamala Harris, vous savez, les Américains, contrairement à ce que disent beaucoup, les Américains n'ont pas été des va-t-en-guerre dans cette affaire. Ils ne pouvaient pas accepter que l'Ukraine tombe aux mains de la Russie, mais ils sont d'une grande prudence pour éviter l'escalade. Vous savez qu'ils limitent l'usage des armes qu'ils livrent, et même sur l'aspect territorial, ils sont toujours restés dans le flou. Je suis à peu près convaincu. Et dernier point, excusez-moi, l'Ukraine pour eux n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la Chine. Pour eux, la guerre en Ukraine, c'est ce que pourrait appeler au sens profond du mot anglais distraction. Ça les distrait du vrai sujet, l'Asie, parce que c'est en Asie qu'est la croissance, c'est en Asie qu'est la menace. Donc je suis à peu près convaincu que si Kamala Harris est élue, il y aura, d'ailleurs on ne parle que de ça à Washington aujourd'hui, les Américains essaieront de tâter le terrain du côté de la Russie pour voir si une négociation est possible. Donc, en risquant beaucoup, je dirais que dans les deux cas, on parlera de négociation avec la Russie, mais évidemment selon des termes différents. Il est 9h45 sur RCF et Radio Notre-Dame, c'est le débat du jour. Et au programme du débat du jour, on continue avec maintenant le Proche-Orient. On en discute avec nos invités, Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France en Israël, représentant de la France au Conseil de sécurité, ancien ambassadeur aux États-Unis. Nous sommes également avec Guy Barret, essayiste, ancien journaliste politique au Figaro, Louis Dauphren, Israël. Oui, peut-être un peu de prospective, puisque Gérard Haraud nous gratifie justement de ses analyses et on essaie de savoir, d'ouvrir des portes et peut-être de se dire qu'il y a une espérance au bout du tunnel, au bout du tunnel ukrainien, au bout du tunnel aussi peut-être du Proche-Orient, du Liban et de toute la situation dont les médias ne cessent de parler, et c'est bien normal depuis le 7 octobre en particulier. Est-ce qu'on peut imaginer, Guy Barret, une porte de sortie dans le conflit qui oppose aujourd'hui Israël au Hezbollah, au Liban en particulier ? Écoutez, pour l'instant, moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. C'est pour ça que je vous pose la question. La seule chose qui est valable, d'ailleurs, pour le Moyen-Orient, comme pour l'Ukraine et la Russie, c'est que dans l'histoire de l'humanité, toutes les guerres finissent par la paix. Le problème, c'est de savoir quand. Ça peut être très long. Souvenons-nous de ce qui se passe en France, ce qui s'est passé en France. En 1870, nous perdons l'Alsace et la Lorraine. Nous la retrouvons en 1918. Et nous les reperdons en 1940 pour les retrouver en 1945. Donc presque un siècle, presque une guerre de 100 ans entre la France et l'Allemagne. Et finalement, d'ailleurs, il n'y a pas de traité de paix entre la France et l'Allemagne, contrairement à ce qu'on pense, c'est comme ça. Bon. Donc je ne vois pas dans l'imbroglio au Moyen-Orient, parce que Israël veut éradiquer le Hamas. Alors, il peut y arriver, peut-être, je ne crois pas, mais ce qui ne peut pas éradiquer, c'est la revendication fondamentale, non seulement des Palestiniens du Hamas, mais aussi des autres, à savoir qu'ils estiment avoir été évincés de leurs terres par les Israéliens, et ils veulent la reconquérir toute ou en partie. Et je dis, non seulement cette revendication subsiste et Israël peut gagner militairement, mais ne peut pas éradiquer cette revendication. Et je dis que depuis cette guerre, tous ceux qui à Gaza ou ailleurs, à Gaza,
ont perdu des parents, des enfants, etc. Bon, c'est toute une génération qui peut se lever, d'autant plus motivée contre Israël qu'ils ont subi tout ce qui se passe à Gaza, sans oublier que ce qui se passe à Gaza n'est que la résultante de l'action terroriste terrible du 7 octobre. Donc je ne vois pas, je vois au contraire plutôt une extension de la guerre au Liban, qui peut perdre une partie de son territoire amputé par Israël, et puis peut-être aussi pour l'entrée beaucoup plus franche de l'Iran à visage découvert dans la guerre. Donc là, je crois que nous sommes dans une impasse. On n'a pas franchi ce stade toutefois. Voilà. Donc je ne vois pas, je sais pas, peut-être que vous avez des... On va demander à Gérard Araud, bien sûr. Hein, si aujourd'hui on est dans une guerre sans fin, une sorte de guerre de 100 ans, et qu'il n'y a pas d'autre espoir que de celui d'imaginer soit qu'il y a un vainqueur définitif, mais ce n'est pas une forme d'espoir, parce qu'on ne voit pas à quoi se résumerait une victoire définitive de l'un ou de l'autre camp, si ce n'est par l'extermination du camp adverse. Alors pour le moment, en effet, il n'y a pas la moindre perspective de paix ou même de cessez-le-feu dans les semaines qui viennent. Donc regardons les semaines qui viennent. Nous avons le maître du jeu s'appelle Benjamin Netanyahou. Il peut aujourd'hui faire à peu près ce qu'il veut, étant donné la supériorité militaire et des services de renseignement. Mais personne n'a de prise sur lui. Personne n'a de prise sur lui. Pas même les États-Unis. Surtout pas les États-Unis. Les États-Unis sont en campagne électorale et de surcroît. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'apparition d'une gauche pro-palestinienne au sein du Parti démocrate, mais la grande majorité de la population américaine continue de soutenir Israël. Et l'on a vu Joe Biden finalement assez pitoyable, de temps en temps, essayer de gémir, de grogner en disant à Israël n'en faites pas trop. Et Israël fait fondamentalement ce qu'il veut et les États-Unis continuent de livrer des armes. Nous sommes aujourd'hui nous retenons notre souffle parce que Israël va frapper l'Iran. Nous le savons. Après la dernière bordée de missiles envoyés par l'Iran sur Israël, il y aura une opération de représailles et donc on n'en connaît ni la cible ni l'ampleur. Donc la prochaine étape de cette... La cible, ce serait le nucléaire iranien ? Alors, ça paraît... pour détruire le programme nucléaire iranien, dont nul ne nie ne nie la dimension militaire, il faudrait des instruments que n'ont pas les Israéliens. Car tout est enterré sous des montagnes, et il faudrait des bombes d'1 à 2 tonnes, qui sont des bombes américaines. Et ce n'est pas seulement la bombe dont les Israéliens auraient besoin, mais aussi l'avion pour transporter une bombe de 2 tonnes. Apparemment, les Américains disent qu'ils ont demandé aux Israéliens de ne pas le faire. Nous verrons. Installation pétrolière, c'est possible, mais les conséquences sur le marché du pétrole seraient quand même assez dévastatrices, même si l'Iran ne représente que 4% des exportations mondiales. Donc, on se pose la question, tout le monde se demande que vont faire les Israéliens, et les Israéliens ont déjà dit que ce serait spectaculaire et puissant. Donc voyez bien qu'on est loin encore de toute perspective d'arrêt des combats. Et l'arrêt des combats, de nouveau, je le répète, il ne peut y avoir que Benjamin Netanyahou. Du côté du monde arabe, vous avez soit des pays effondrés, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie ou même l'Égypte, qui dérivent au fil d'une crise économique et sociale. Vous n'avez plus que les monarchies du Golfe. Or, les monarchies du Golfe, elles sont ravies que Israël règle le compte du Hamas et du Hezbollah. Et elles sont ravies éventuellement que Israël affaiblisse l'Iran, parce que pour elles, l'ennemi, c'est l'Iran. Et l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et donc les monarchies du Golfe sont des alliés de fait d'Israël, quoi qu'elles disent. Alors elles sont obligées de un peu le dissimuler, parce que leur opinion publique, elle, est massivement pro-palestinienne. Guy Barret. Netanyahou fait ce qu'il veut, mais il doit aussi tenir compte de son opinion publique. Alors, son opinion publique lui est assez hostile, non pas tant pour l'action qu'il mène contre le Hamas, mais pour les faits pour lesquels il est poursuivi en justice. Et c'est ça l'ambiguïté de l'attitude de Netanyahou. Et les Israéliens s'en rendent compte. Est-ce que ce jusqu'au-boutisme
est due uniquement à cette volonté de préserver Israël des agressions du Hamas et d'éradiquer le terrorisme, ou est-ce que c'est aussi parce que tant qu'il est Premier ministre, il jouit d'une certaine immunité judiciaire, et donc tant que la guerre dure, tant qu'il est Premier ministre, tant que sa coalition tient, alors il est un peu il est tranquille. Bon. Et puis surtout, il y a la question, là où je pense que l'évolution de l'opinion israélienne évolue, sur la question des otages. À l'origine, il y avait deux priorités, si tant est qu'il puisse y avoir deux priorités. À la fois lutter évidemment et essayer de se débarrasser du Hamas, et aussi de libérer les otages. Et il semble que la libération des otages, sans être évidemment négligée, mais devient seconde par rapport, ou plus exactement, est subordonnée à la disparition du Hamas. Le gouvernement israélien Netanyahou dit pour que les otages soient libérés, il faut d'abord se débarrasser du Hamas. Et le Hamas dit, pour que les otages soient libérés, il faut d'abord cesser le feu. Bon, donc il y a toujours cet enjeu des otages qui me semble passer un petit peu au second plan, à la fois parce que la priorité, c'est aussi de riposter à l'Iran, et parce que Netanyahou veut absolument une victoire totale contre le Hamas. La France, dans tout ça, est-ce qu'on peut imaginer, Gérard Araud, qu'en cas de négociation, en cas de cessez-le-feu, en cas de je ne sais pas, en cas de ce qui pourrait se passer, est-ce que la France aurait une place dans ce concert proche-oriental ? Absolument aucune. Pour une raison très simple, c'est que les Européens n'ont plus aucune place au Moyen-Orient. Pour Israël n'écoute que les États-Unis. Et on le voit bien, l'écoute assez peu. Quand ça les écoute, quand ça les arrange. Mais les Israéliens, moi j'ai été ambassadeur en Israël, les Israéliens ne veulent surtout pas des Européens. Parce qu'ils considèrent, d'une certaine manière, que les Européens sont, je dirais, nous considérons plus équilibrés dans le conflit entre Palestiniens et Israéliens, mais les Israéliens voient cette volonté d'équilibre comme étant des Européens qui sont pro-palestiniens. Donc d'un point de vue israélien, vous n'avez absolument pas intérêt à faire rentrer les Européens dans le jeu. Ça, c'est une évidence. En ce qui concerne le Liban, alors nous continuons à considérer que nous avons un rôle à jouer au Liban, mais honnêtement, les parties, elles, sur place, vous savez, il y a quand même un certain temps qu'elles pensent que la puissance mandataire n'est plus tellement une puissance qui puisse peser. Le Moyen-Orient, ça se réglera avec les États-Unis. D'ailleurs, j'ouvrirai une parenthèse, c'est très frappant que cette guerre n'implique pas les grandes puissances. C'est-à-dire que les Russes, les Chinois ne sont pas là. C'est-à-dire que le Moyen-Orient est devenu un peu un conflit régional. Il n'y a plus d'enjeux mondiaux qui se jouaient comme au moment de la guerre froide. Tout le monde regarde ça de loin et les parties elles-mêmes n'ont pas une envie folle de faire venir d'autres acteurs. Et dernier point, la France, de toute façon, est un peu paralysée par ces tensions communautaires. Nous avons la première communauté juive d'Europe, nous avons la première communauté arabo-musulmane d'Europe. À l'évidence, il y a un alignement croissant de l'une de chacune sur une partie. Et maintenant, un parti politique français a fait rentrer ce débat dans le débat national français. Et ça devient donc extrêmement difficile pour le chef de l'État ou pour le gouvernement de ne pas se retrouver entre l'enclume et le marteau. Et donc, ça affaiblit encore les possibilités de la diplomatie française s'il y en a eu. Sévère, Gérard Araud, Guy Baret, qu'est-ce que vous en pensez? La France inaudible? Oui. Inexistante? Oui, et je crois que ce qui contribue à cette inexistence, c'est les tergiversations du chef de l'État,
qui a dit à peu près tout et le contraire de tout sur cette question. Un jour, il est plutôt favorable à ceci, et il dit il ne faut plus livrer d'armes, voilà. Et puis tout en disant nous avons toujours défendu Israël et nous continuerons, etc. Donc, mais cette incohérence du chef de l'État n'est qu'un cas particulier d'une incohérence beaucoup plus générale dans d'autres domaines, y compris de la politique intérieure. Et puis il y a ce que vous disiez aussi tout à l'heure, à savoir que les États-Unis sont préoccupés par la Chine, qui sont les enjeux de demain, le destin si vous voulez, du monde et des États-Unis ne se joue pas au Moyen-Orient, mais se joue en Asie. En Chine et en Asie. Voilà. Eh bien voilà pour ce débat du jour.